Oppidum, le podcast. Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas Limousin. À l'origine, il y a la Dore et la Dorgne, deux torrents qui donnent naissance à la Dordogne, qui confluent avec la Garonne, long de près de 500 km. La Dordogne prend la direction de l'Atlantique avec un débit de plus de 250 mètres cubes à hauteur de la commune de Bergerac. Et puis en amont, en Corrèze, elle déboule par Bord-les-Orgues et puis elle crée une frontière quasi naturelle avec notamment le Cantal avant de s'échapper par Beaulieu-sur-Dordogne. Elle offre aussi des points de vue exceptionnels et continue surtout à être une source d'inspiration. Oppidum, le podcast. Louis-Olivier Vité, vous êtes un écrivain corrézien qui semble toujours être charmé par la Dordogne, probablement même, j'allais dire, envoûté par ce fleuve, et ça, trop de Corréziens semblent encore l'ignorer. La Dore et la Dogne, c'est une création récente. En fait, Dordogne, ça remonte au mot celte dour, l'eau, et le suffixe Dordogne semble signifier une eau un peu vive, parce que c'est vrai que la Dordogne, notamment dans la Haute-Vallée, elle est très très vive. Donc Dordogne, ces deux ruisseaux au Puy de Sancy, on les a un petit peu inventés, on leur a tordu un peu les reins pour en faire la Dordogne. Ensuite, la Dordogne est un fleuve parce qu'elle ne se jette pas du tout dans la Garonne. Elle est parallèle à la Garonne quand elle arrive dans l'estuaire de la Gironde. Et d'ailleurs, quand on regarde sur Google Earth, on voit bien la trace des deux fleuves qui ne se mélangent à aucun moment jusqu'à l'océan Atlantique. Et ça, je revendique le terme de fleuve pour cette Dordogne extraordinaire. Alors, évidemment, elle est un peu plus courte que la Garonne. Et c'est pour ça qu'on a dit, c'est une rivière, c'est un affluent de la Garonne. Pas du tout, c'est un fleuve. Et ces deux fleuves ne se croiseront jamais jusqu'à l'Atlantique. Ouais. Alors vous n'avez pas répondu à ma question, mais on vous sent quand même charmé, pour ne pas dire envoûté par ce fleuve Dordogne. C'est du sang qui coule dans mes veines. L'histoire elle est très simple. Mes ancêtres sont de la Xaintrie et de la Haute-Vallée de la Dordogne, du côté de Beaulieu-sur-Dordogne. Et je me souviendrai toute ma vie, j'avais 5 ans. Et un jour, je me suis assis devant la maison qui appartenait à la sœur de mon grand-père, du père de ma maman, et je me suis dit, j'avais 5 ans, c'est là que je veux vivre. Pourquoi ? Parce qu'il y avait ce soleil, il y avait le cingle de Brivezac, le cirque de Brivezac, dans lequel était cette maison, elle y est toujours. Et puis il y avait cette Dordogne qui m'a toujours coulé dans les veines. Et puis, tous les ans, il y avait un tropisme, il fallait que j'y revienne. Et quand j'ai été en âge de prendre le train tout seul, à 12-13 ans, j'ai pris le train tout seul, j'habitais en région parisienne, et je revenais à toutes les vacances, même l'hiver, et j'avais froid, je mettais un petit radiateur électrique, j'étais tout seul, je mangeais au petit restaurant qui était à côté, chez la mère Martin, c'était une femme extraordinaire, et ça a toujours été mon port d'attache. Et quand j'ai été un jeune adulte, j'ai dit c'est là que je vais vivre. Et du coup, j'ai fait de la radio, et j'ai jamais pu vivre là, jusqu'à l'âge d'une 50aine d'années, dans cette maison qui était la maison de mes ancêtres. Et enfin, aujourd'hui, à la retraite, je vis dedans et je suis bien dedans. Et aujourd'hui, je suis venu vous rejoindre, par exemple, dans une grande ville, à Brive. Ça m'a fait drôle parce qu'il y avait un moment que j'étais pas sorti de mon... Si, je sors pour les salons, pour aller voir les éditeurs, des choses, mais revenir comme ça, sortir de cette vallée de la Dordogne, c'est comme si je refermais une porte derrière moi. La Dordogne, elle est porteuse d'une histoire. Elle est porteuse de beaucoup de traditions qui se sont perdues et qu'on essaye de retrouver un petit peu. Et surtout, elle est porteuse d'une histoire qui a disparu, malheureusement. Elle a été noyée par les barrages hydroélectriques. La Dordogne, justement, n'a pas toujours été celle que l'on connaît aujourd'hui. Vous le disiez, elle a profondément été modifiée par les mains de l'homme, par la construction des barrages qui ont modifié à la fois son lit et son débit alors ? La Dordogne était autrefois une rivière qui envahissait beaucoup, qui débordait, qui avait des crues. C'est pour ça que dans toute la Haute-Vallée de la Dordogne... Un peu comme la Corrèze ? Oui. Et c'est pour ça que les maisons Argentat, les maisons à Beaulieu, qui sont sur le bord de l'eau, sont des maisons à balcon. Il n'y a rien, on n'habite pas au rez-de-chaussée parce qu'on est noyé régulièrement. Et effectivement, l'homme, de tout temps, s'est servi de ce fleuve comme d'une autoroute. Imaginez que mettons Spontour, qui est dans la Haute-Vallée, qui est pas loin de Neuvic, on va dire, en gros. Spontour, ce petit village, on pouvait mettre 20 tonnes de bois à l'eau, 5 jours après, c'était à Bordeaux. C'était à 500 km de là, c'était extraordinaire pour l'époque. Aucune charrette, rien ne pouvait faire ça. Et ce qui a tué la navigation sur le fleuve, c'est les camions et le train, tout simplement, quand ça a été plus rapide.
de tout temps, l'homme a cherché à l'aménager, à enlever les mauvais passages qu'on appelait les malpas, a fait sauter les rochers qui cassaient les bateaux aussi. On a beaucoup dynamité de rochers dans le lit de la Dordogne. Et puis est arrivé un jour ce qu'on appelait le train, qui fonctionnait au charbon. Et il y a eu une ligne Paris-Orléans, qui est la ligne de la gare d'Orsay, qui est aujourd'hui le musée d'Orsay, et qu'on a voulu électrifier. Donc il fallait faire de la houille blanche, ce qui était le nom de l'électricité. Et qu'est-ce qu'on a fait ? On a construit le premier barrage en Corrèze, pas le premier barrage sur la Dordogne, mais le premier barrage en Corrèze, qui était le barrage de Marège, pour alimenter cette voie de chemin de fer. Et d'ailleurs, ce barrage de Marège n'a jamais appartenu à EDF. Le tout premier des 9 barrages, est en Périgord. Il date de 1908, à la Linde. Il y a la Linde et Mozac. Et puis, alors si on descend, on va partir de la Bourboule. Vous avez un premier barrage qui est privé. Ensuite, eh bien, vous avez Bord-les-Orgues, qui est tellement grand qui peut contenir tous les autres barrages de Corrèze qui sont sur la Dordogne. Les 4 autres barrages pourraient tenir dans bord. Ensuite, vous avez Marège, ce petit barrage qui a noyé un prieuré très ancien, millénaire, Valbennette, qui était un endroit, quand on regarde les photos, on est saisi ça vous prend aux tripes. Enfin bon, bref. Donc vous avez Marège, ensuite vous avez le barrage de l'Aigle, vous avez le barrage du Chastan et le Sablier, qui est le plus récent des barrages en Corrèze. Puis ensuite vous aurez la Linde et Mozac en Périgord. La Dordogne va favoriser, va créer finalement naturellement une sorte d'axe de communication, un axe commercial, j'ai envie de dire, et de cela va naître une batellerie. Est-ce que vous acceptez cette appellation de batellerie ? C'est une batellerie et c'était des paysans bateliers. Alors, ce qui est très étrange, c'est que ces paysans bateliers, ils ont eu, à partir de Louis XVI, qui était un roi, quoi qu'on en dise, qui avait un petit peu un aspect social, il a décidé que les bateliers de la Haute-Vallée de la Dordogne seraient des marins de la Royale et qu'ils auraient la retraite à 45 ans. Alors, survivre jusqu'à 40 ans en étant marin sur la Dordogne, c'était le jackpot. On avait une retraite. Oppidum, le podcast. Vous écoutez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin. Donc on circulait en gabarre, c'est un bateau plutôt long, plutôt plat, enfin en tous les cas à faible tirant d'eau, on va dire, c'est ça ? Alors, et démontable. Les gabarres sont ces barques dont les 2 bouts sont pointus et l'arrière est un peu relevé pour pouvoir tacler. Elles existent toujours, ces barques. Elles sont toujours fabriquées du côté de Beaulieu, Brivezac, Argentat. On en voit encore. Moi, j'ai des amis qui fabriquent. Ça s'est transmis de père en fils. Ils savent les faire. Et j'en ai encore vu une neuve à Beaulieu-sur-Dordogne il n'y a pas bien longtemps. Donc, ça m'a fait très plaisir. Et ces bateaux, alors, soit ils faisaient 2,50 m, c'était des barques de pêche, ou des barques pour passer, on en reparlera peut-être tout à l'heure, soit ils faisaient une dizaine de mètres. Alors ça commençait à être des petites gabarres qui partaient de très haut, de Vernéjoux, très loin dans la vallée. On ne pouvait pas faire des bateaux plus gros à cet endroit-là parce que ça n'aurait pas passé. Ensuite, vous aviez des bateaux qui faisaient jusqu'à 20 mètres de long. Mais qui était soumis à une saisonnalité finalement, parce que voyez, la Dordogne elle-même est soumise au cycle des saisons. Exactement. Et ces bateaux pouvaient charger jusqu'à 20 tonnes de matériaux, c'est-à-dire le poids d'un autobus. Qu'est-ce qu'on transportait ? Du Mérin, c'est ça ? Alors on transportait beaucoup de bois pour les vignerons de la Gironde. Alors principalement du chêne, ce qui servait à fabriquer les tonneaux, les barriques. Le chêne pour les tonneaux et le châtaignier, parce que ça fait des piquets de vigne, et le châtaignier ne pourrit pas en terre, il n'y a pas d'araignées et tout. On transportait aussi des barques. On a une photo d'une gabarre avec 2 barques dessus. On transportait du charbon d'Argentat. Ça n'a pas duré longtemps parce que c'était horriblement dangereux. On transportait du fromage, on transportait de l'huile. De tout temps, on a tout transporté. Ce qui pouvait descendre du Limousin et de l'Auvergne vers la Haute-Gascogne, on le transportait. Et je vous dis, des déchargements de plus de 20 tonnes en 5 jours, c'était extraordinaire. Qu'est-ce qu'on faisait lorsqu'on arrivait à hauteur de Libourne, par exemple ? Alors on déchargeait, on vidait le bateau et on vendait le bois du bateau parce qu'il ne remontait pas le bateau. En tout cas, les bateaux qui partaient d'au-dessus de Beaulieu-sur-Dordogne ne remontaient pas. Ceux qui partaient de Souillac pouvaient remonter. Il y avait une berge et on pouvait les remonter. Et d'ailleurs, il y a eu des guerres entre les bouviers parce qu'il fallait qu'ils attrapent le premier le bateau pour le remonter, etc. C'était assez violent. On utilisait les chemins de halage, c'est ça ? Il y avait des chemins de halage jusqu'à Souillac, pas au-delà. Tous les bateaux qui venaient d'au-delà, ils étaient cassés à l'arrivée, ça servait à faire des cabanes, des choses comme ça. On a des photos à Sainte-Foy-la-Grande de gabarres de la Haute-Vallée qui sont stockées pas loin du pont et qui sont en attente d'être démontés. Et ce bois, c'était pas du bois de très bonne qualité. Alors on construisait les bateaux pendant la mauvaise saison, c'est-à-dire pendant l'été, pendant que la rivière n'était pas marchand, pendant que le fleuve n'était pas marchand. On construisait ces bateaux l'été pendant que le fleuve n'était pas marchand. On les coulait pour faire gonfler le bois.
Et ensuite, on les ressortait, on les vidait. Les enfants les étoupaient, on mettait tout, de la mousse, des trucs, des machins, et ça ne faisait qu'un voyage. Et on attendait que, et ça vous en parliez tout à l'heure, on attendait que l'eau soit de voyage ou marchande. Il y a un étiage particulier. Au-delà, on peut pas. En dessous, on peut pas. Et c'était à l'oreille qu'on jugeait. C'est un vrai savoir-faire. Un vrai savoir-faire. Et souvent, c'était quand il faisait très mauvais. C'était l'hiver, ou à la sortie de l'hiver. Il fallait embarquer sous la pluie. Il n'y avait pas de cabine. Il n'y avait rien. Et il y avait même pire. On chargeait les gabarres. On partait en bateau. Mais il y avait ceux qui suivaient en barque le bois qu'on mettait à flotter sur l'eau. Et qui tous les soirs devaient se jeter à l'eau pour récupérer le bois, le piler sur la berge, aller dormir, et ça en plein hiver, hein, quand il faisait des moins 10 ou moins 15, c'était des hommes particuliers. Alors ces hommes, on les appelait les Argentins. Ils étaient connus comme ça en Périgord. Henri Gontier, qui était un des derniers gabariers du Périgord, que j'ai eu la chance de rencontrer, me disait, ces Argentins, c'était des fous, on s'en approchait pas, ils étaient dangereux. Alors pourquoi ils étaient dangereux dans les auberges ? Parce qu'ils transportaient plein de pognon sur eux. Ils remontaient, ils avaient tout vendu. Donc ils avaient un argent fou, et il fallait remonter à pied avec cet argent jusqu'à Argentat, jusqu'à Spontour, jusqu'à Novik, et il fallait pas se faire attaquer. Et donc ils étaient un peu violents, ils avaient tendance à être un petit Ils peu... ont un caractère d'ours mal léché. Alors, un peu. Ouais, après les Corésiens sont adorables, c'est pas la question, mais quand ils ont des fortunes en poche, il faut pas les embêter. On va revenir sur Terre, mais la Dordogne a été source d'inspiration pour beaucoup d'auteurs, d'abord pour vous. Oui. On pense bien sûr à la rivière Espérance, alors Oui. de Christian Signol, c'est une trilogie, hein, vous me corrigez si je me trompe. C'est une trilogie. D'autres auteurs comme ça ont été inspirés par la Dordogne, alors des écrivains peut-être, mais des peintres, des sculpteurs, des acteurs, des réalisateurs, parce que on a l'impression, en vous écoutant, qu'elle est quand même source d'inspiration et d'attraction aussi en même temps. Quand on regarde ce fleuve, quand on est assis à côté de ce fleuve ou devant ce fleuve, d'abord il y a le parfum. La Dordogne a un parfum. La Loire a un parfum aussi d'ailleurs. Mais qu'est-ce que ça sent alors Ça sent la Dordogne. Je ne peux pas vous le décrire. Il y a une espèce d'odeur de mélange de terre, de pierre, la végétation qu'il y a autour aussi. L'été, elle sent très fort la Dordogne et ça sent bon. Et moi, les yeux fermés, je sais où je suis. L'eau est un peu sombre de la Dordogne. Elle est un peu noire, elle est un peu agitée. Il y a ces galets brillants au fond. Il y a ce monde sous l'eau. Il y a ces rochers énormes qui se jettent dans l'eau, par exemple. Le rocher Charlat, qui est au niveau du pont du Chambon. Voilà. Ce rocher Charlat, on en retrouve la même trace à Brivezac, par exemple. Au-delà du pont, c'est le rocher Charlu. Vous voyez, ce sont des noms qui sont transmis. Pourquoi on les appelle Charlat, Charlu ? J'ai jamais pu le savoir. Mais on peut continuer comme ça un petit peu plus loin, mais je peux vous demander quels sont vos paysages préférés, de Bord-les-Orgues jusqu'à Beaulieu-sur-Dordogne, parce que j'ai remarqué qu'il y avait aussi des belvédères qui sont souvent extraordinaires, hein, qui débouchent sur des vues panoramiques, qui mettent en mouvement des perspectives, des couleurs en fonction de la journée. Alors j'imagine que comme vous êtes un enfant de la Dordogne, forcément, vous avez des lieux favoris, des cachettes peut-être. Mes lieux favoris sont sous l'eau. Le belvédère de Gratte-Bruyère, par exemple. Gratte-Bruyère. Alors, parlons de Gratte-Bruyère à Cérendon. On ne peut pas ne pas parler de Gratte-Bruyère. Ça, c'est tout au bout du lac de barrage de l'Aigle. Gratte-Bruyère, c'est un endroit où les oiseaux volent sous, là où vous êtes. Vous voyez les milans, vous voyez les buses, vous voyez tous ces oiseaux en dessous de vous. C'est un endroit avec une vibration dans la terre qui est tout à fait particulière. Alors, je le dis toujours, je plaisante pas du tout, c'est un des plus beaux endroits sur la terre pour faire la sieste en plein air. On y est bien, vous n'avez même pas idée. C'est horrible. Et alors, moi, Gratte-Bruyère, pour moi, c'est ça. Je m'enfonce un petit peu dans les rochers, je me trouve un petit champ tranquille. C'est à côté de Cérendon, non ? C'est à Cérendon, c'est à Cérendon, entre Vent-Haut et Vent-Bas. Bon, et puis à d'autres lieux. Il y a la Sumène qui arrive, là. Alors, on ne sait pas vraiment où est la Dordogne, où est la Sumène. En face, c'est le Cantal, c'est ça ? Alors, en face, c'est le Cantal. En dessous, c'est un des villages noyés. C'est l'Anneau d'Arche. C'était 2 fermes et 2 auberges. 2 fermes et 2 auberges, c'est pour vous dire. Mais avec le plateau de Mille Vaches, finalement, vous diriez, Louis-Olivier Vité, que la Dordogne reste finalement un des derniers endroits sauvages du Bas-Limousin en ce début du XXIe siècle ou pas ? Ou c'est exagéré que de dire ça ? Non, alors, sauvage, on ne peut pas le dire parce qu'elle est noyée par l'hydroélectricité, donc c'est fini le côté sauvage. Je dirais que c'est le plus beau réservoir à rêve de notre région et peut-être plus que de notre région. Parce que sous l'eau du fleuve, il y a la vie. Il y a le fleuve qui coule encore. Le fleuve, il est là au fond. Et les habitants qui ont connu la vallée autrefois disent tous la même chose. Ce qui nous manque, c'est le bruit de la Dordogne. Et il a disparu pour la première fois depuis la création de la Terre.
Et ça, c'est extraordinaire. Quand on vide les barrages, la première chose qu'on entend, c'est le bruit. Le bruit du fleuve, il reprend immédiatement son lit. Et comme il n'y a pas de pollution au-dessus, il n'y a pas de boue, il n'y a rien. Les rochers sont propres, les traces de pont, tout est propre, tout est beau. Moi, ce qui me fascine, c'est les paysages que je ne vois plus. C'est Saint-Projet et son couvent. Voilà, je peux rêver des heures. Là-bas, Nozenac, ce village merveilleux qui a disparu sous les eaux, qui était le Saint-Trope de la vallée. On allait à Nozenac manger des fritures, c'était beau. Il y avait 2 endroits qui étaient les Saint-Tropes, un peu dans la vallée. Il y avait Eillac au-dessus d'Argentat et Nozenac. Mon grand-père est allé à Eillac. Il allait boire un coup à Eillac. Et la route existe encore qui plonge dans le lac. Et ces routes qui plongent dans le lac, il en existe encore beaucoup. Et c'est ça, moi, mes paysages préférés, c'est de me dire, tiens, je vais aller au fond. J'ai une dernière question beaucoup plus personnelle pour terminer. Je ne devrais peut-être pas vous la poser, mais je vais prendre le risque. Est-ce qu'habiter à proximité du fleuve Dordogne, c'est certes, Olivier Vité, habiter en Corrèze, on est d'accord, mais c'est être habité d'une autre façon. C'est habiter d'une autre façon. C'est avoir une philosophie de vie qui est peut-être différente de celle que l'on retrouve chez les Pelot à Ussel, chez les Coujou à Brive ou même au-delà. Pour répondre à votre question, je vais vous dire que quand je ne vivais pas en Corrèze, ce qui me manquait, c'était la Dordogne. C'était de voir l'eau, d'aller la voir du haut du pont de Brivezac, ou sur le pont de Beaulieu, ou à la chapelle des Pénitents de Beaulieu, ou de prendre ma voiture, de remonter au-delà d'Argentat, et de me perdre de nouveau dans cette vallée à Glény, et de remonter, de longer la route des barrages. C'est ça qui me manquait le plus. Et ce fleuve, il vous habite, et je ne sais pas pourquoi. Retrouvez Oppidum, le podcast de l'histoire du Bas-Limousin sur toutes les plateformes de podcast. Et sur oppidum-podcast.fr, réécoutez l'ensemble des podcasts. Découvrez des articles exclusifs, l'iconographie des thèmes abordés et les bibliographies. oppidum-podcast.fr